Il est 4 heures du matin, ce dimanche 31 août 1997. Dans une chambre de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, au cœur de Paris, les médecins prononcent les mots que personne ne voulait entendre. Diana Spencer, princesse de Galles, est déclarée morte. Elle avait 36 ans. Quelques heures plus tôt, elle dînait au Ritz. Elle souriait. Elle était libre. Libre de cette liberté nouvelle qu'elle avait arrachée à la famille royale britannique après son divorce, 1 an plus tôt exactement. Elle portait une veste noire, un pantalon blanc. Elle était accompagnée de Dodi Al-Fayed. Ils étaient assis dans une Mercedes noire, une Mercedes S280. Ils quittaient l'hôtel par la porte arrière, rue Cambon, pour tenter d'échapper à la meute de photographes qui les traquaient depuis des jours. Ce qui s'est passé ensuite, dans le tunnel du pont de l'Alma, a changé l'histoire. L'accident survient à 12 minutes du Ritz. La voiture heurte le 13e pilier du tunnel. La violence du choc est inimaginable. Le véhicule est broyé, méconnaissable. Henry Paul, le chauffeur, meurt sur le coup. Dodi Al-Fayed également. Seule Diana respire encore quand les secours arrivent. Elle est consciente. Elle parle. Elle demande ce qui s'est passé. Ces mots seront ses derniers. L'ambulance quitte le tunnel à 1h41. Elle arrive à l'hôpital à 2h06. Le trajet a duré 25 minutes. 25 minutes pour parcourir 6 km dans Paris. L'ambulance s'est arrêtée à 2 reprises. La première fois parce que Diana criait de douleur, la tension artérielle chutait, il fallait la stabiliser sur place. La seconde fois, près de l'école militaire, pour un nouveau massage cardiaque. Le SAMU a privilégié la lenteur, le transport en douceur, plutôt que la vitesse et les secousses. C'est la procédure française. C'est ce qu'on appelle un transport médicalisé. Mais ce choix a pris du temps. Un temps précieux. À l'hôpital, l'équipe de chirurgie thoracique attend. Diana souffre d'une déchirure de la veine pulmonaire supérieure gauche. Une hémorragie interne massive. Le professeur Bruno Rioux et son équipe tentent l'impossible. Ils ouvrent le thorax. Ils massent le cœur à main nue pendant près de 2 heures. Ils suturent la veine pulmonaire. Mais le cœur ne repart pas. Il a été privé d'oxygène trop longtemps. À 4 heures du matin, ils déclarent le décès. Les experts médicaux qui ont étudié le dossier après coup sont formels, avec une prise en charge immédiate, ce type d'hémorragie interne est traitable dans la grande majorité des cas. Le geste chirurgical en lui-même n'avait rien d'exceptionnel. Ce qui a tué Diana, c'est le temps perdu dans le tunnel, le temps perdu sur la route de l'hôpital. 43 minutes entre l'accident et l'arrivée au bloc. 43 minutes, c'est un chiffre qui ne s'explique pas facilement dans une ville comme Paris. Des années plus tard, les enquêteurs français reconnaîtront que si l'ambulance avait roulé normalement, sans les arrêts, elle serait arrivée en 7 minutes. 7 minutes. Peut-être que 7 minutes auraient suffi à sauver Diana Spencer. La nouvelle se répand dans le monde entier à la vitesse de l'éclair. Il est 1h du matin à New York, 6h à Londres. Des millions de personnes se réveillent ce matin du 1er septembre avec une seule question, est-ce que c'est vrai ? Les radios interrompent leur programme. Les télévisions ouvrent des éditions spéciales. Les chaînes d'information continuent, encore balbutiantes à l'époque, tournent en boucle les mêmes images, le tunnel, la Mercedes encastrée dans le pilier, le visage de Diana partout. C'est vrai. Diana est morte. Et pendant que le peuple britannique commence à déposer des fleurs devant Kensington Palace, la famille royale, elle, reste à Balmoral. En Écosse. En vacances. Les princes William et Harry, 15 et 12 ans, dorment encore. Leur père, le prince Charles, a été réveillé par un appel téléphonique en pleine nuit. Il a prévenu la reine. La reine a décidé de ne rien dire. Pas encore. Pas tout de suite. Elle a décidé que la priorité était de protéger ses petits-fils du tumulte médiatique. Alors Balmoral reste silencieux. Les grilles du château restent closes. Le monde entier pleure, mais derrière les murs de granit écossais, rien ne filtre. Ce silence va durer 5 jours. 5 jours pendant lesquels la reine Elisabeth II ne fait aucune déclaration publique.
Le drapeau royal au-dessus de Buckingham Palace ne descend pas en berne. Selon le protocole, le drapeau ne flotte au-dessus du palais que lorsque la souveraine est présente. La reine est à Balmoral, donc il n'y a pas de drapeau du tout. C'est la règle. Une règle qui remonte à des siècles. Mais le peuple ne veut pas de règle. Le peuple veut un signe. Un geste. Une preuve que la monarchie partage sa peine. Les portes du palais restent fermées. Aucune apparition. Aucun discours. Rien. Le contraste est saisissant entre les milliers de bouquets déposés par les citoyens devant les grilles et le vide glacial qui règne à l'intérieur. Le peuple britannique est en état de choc. Puis en colère. Une colère sourde d'abord, puis bruyante. Les tabloïds commencent à poser des questions directes à la monarchie. Le Daily Express titre « Où est notre reine ? Où est notre drapeau ?» Le Sun publie une lettre ouverte adressée à Buckingham. Des manifestants se rassemblent devant les grilles du palais. Certains brandissent des pancartes « Vous ne méritez pas notre respect ». D'autres crient « Montrez-nous que vous avez un cœur ». Des lettres arrivent à Buckingham par milliers, des lettres furieuses, des lettres de citoyens qui ne comprennent pas. L'Écosse est à 800 km de Londres, mais ce fossé-là semble infranchissable. Le 5 septembre, soit 5 jours après la mort de Diana, la reine rentre à Londres. Elle apparaît enfin à la télévision. Une allocution en direct depuis la salle des dessins chinois de Buckingham Palace. Derrière elle, par la fenêtre, on aperçoit la foule qui continue d'affluer, les fleurs qui s'amoncellent. Elle porte une robe noire, un rang de perles. Son visage est grave, presque crispé. Elle prononce un discours. Un discours sobre, mesuré, contrôlé. Elle parle de Diana comme d'un être exceptionnel et doué. Elle dit « Je l'admirais et la respectais, pour son énergie et son engagement envers les autres, et surtout pour son dévouement envers ses 2 garçons. » Elle dit qu'elle parle en tant que votre reine et en tant que grand-mère. Elle dit que la leçon à tirer de cette tragédie est la nécessité de chérir la mémoire de Diana. Ce discours, la reine ne l'avait pas prévu. Elle y a été contrainte, par la pression de l'opinion publique, par la menace, réelle à ce moment-là, d'une crise monarchique profonde. Les sondages s'effondraient. Pour la première fois depuis des décennies, une majorité de Britanniques remettait en question l'utilité même de la monarchie. Diana, même morte, avait encore le pouvoir de forcer la famille royale à s'humaniser. Elle avait passé sa vie à les défier. Elle continuait, depuis la mort. Le lendemain, 6 septembre 1997, les funérailles. L'abbaye de Westminster. 2 milliards de personnes regardent en direct à travers le monde. Devant le cortège, le cercueil recouvert de l'étendard royal, sur lequel repose une couronne de fleurs blanches et une lettre manuscrite posée par le petit prince Harry. Une simple enveloppe blanche sur laquelle il a écrit un seul mot, Mummy. Maman. Le peuple craque. Le monde pleure. Le cercueil passe devant des kilomètres de fleurs. Des montagnes de bouquets, de peluches, de messages. L'odeur des lys flotte sur tout le parcours. William et Harry marchent derrière, silencieux, en costume sombre. William a 15 ans, le visage fermé, les yeux rougis. Harry a 12 ans. 12 ans. Il marche tête baissée, les mains serrées devant lui. Derrière eux, le prince Charles, le prince Philippe, le frère de Diana, Charles Spencer. Ce sont des enfants qui enterrent leur mère devant 2 milliards d'étrangers. À l'intérieur de l'abbaye, Elton John s'assoit au piano. Il entame Candle in the Wind, cette chanson écrite pour Marilyn Monroe, réécrite pour Diana. Goodbye Englandes Rose. Adieu, Rose d'Angleterre. La voix tremble. Dans l'abbaye comble de rois, de reines, de princes et de premiers ministres, des larmes coulent. Le comte Spencer, frère de Diana, monte en chair pour l'éloge funèbre. Il parle de la femme qui n'avait pas besoin de titre royal pour rayonner. Il parle de sa sœur, de ses souffrances, de sa quête éperdue d'amour. Il évoque ses enfants, ces 2 jeunes garçons qu'elle a élevés et qui resteront sa plus grande fierté. Il fustige les médias, ceux qui l'ont traqué jusqu'à la mort. Mais derrière la colère, il y a surtout un vide. Un vide immense. 27 ans ont passé. Diana avait 36 ans.
Elle serait aujourd'hui une femme de 63 ans. Peut-être grand-mère. Peut-être installée en Californie, ou dans une maison discrète du Kent. Elle serait probablement sur Instagram, à poster des photos de ses petits-enfants et des causes qu'elle défend, comme elle le faisait avec les mines antipersonnelles ou les malades du sida à une époque où on n'osait pas les toucher. Les enquêtes officielles, françaises et britanniques, ont toutes deux conclu à un accident. L'enquête française, menée par le juge Hervé Stéphane, a duré 2 ans. Elle a conclu que l'accident était dû à un chauffeur en état d'ivresse, Henri Paul, dont le taux d'alcoolémie dépassait 3 fois la limite légale, et à la vitesse excessive du véhicule, poursuivi par des photographes irresponsables. L'enquête britannique, l'opération Paget, menée par Sir John Stevens, a rendu ses conclusions en 2006, après 3 ans d'investigation et des millions de livres sterling dépensés. Elle a écarté toutes les théories du complot, toutes les rumeurs de sabotage, d'assassinat commandité par les services secrets ou par la famille royale elle-même. La conclusion est la même, un tragique accident de la route. Peut-être. Probablement, même. Mais des questions restent ouvertes. La miche qu'on note reste inexpliquée. Ce document juridique, rédigé par l'avocat de Diana, Laure Michcon, en octobre 1995, soit près de 2 ans avant l'accident, contient une phrase troublante. Diana y affirmait craindre une tentative d'assassinat maquillée en accident de voiture. Elle y décrivait précisément le scénario qui allait se produire, un accident de la route dans un tunnel parisien, avec un chauffeur qui perd le contrôle du véhicule. Elle avait mis des mots sur une peur précise, dans un document légal, des mois avant de mourir. Les caméras de surveillance du tunnel restent manquantes. Ce soir-là, le tunnel du pont de l'Alma était équipé de 14 caméras. Aucune n'a fonctionné. Aucune n'a enregistré la moindre image de l'accident. Panne technique, maintenance en cours, angle mort, les explications varient, mais le fait est là. L'accident de la personne la plus photographiée de la planète n'a été filmé par aucune caméra de surveillance. La mystérieuse Fiat Uno blanche n'a jamais été retrouvée. Des traces de peinture blanche sur la Mercedes accidentée prouvent qu'elle a heurté un autre véhicule juste avant de percuter le pilier. Des témoins ont vu une Fiat Uno blanche sortir du tunnel juste après le choc, conduite par un homme aux cheveux longs qui regardait dans son rétroviseur. Cette voiture n'a jamais été identifiée. Jamais retrouvée. Malgré des années de recherche, des centaines de Fiat Uno expertisés, des appels à témoins dans toute la France. Les 43 minutes restent inexpliquées. Ce délai entre l'accident et l'arrivée au bloc opératoire, ces arrêts répétés de l'ambulance, ces décisions qui ont coûté un temps précieux, tout cela reste une énigme qui divise les experts. Les médecins urgentistes français défendent leur protocole. D'autres spécialistes affirment que Diana aurait dû être évacuée par hélicoptère, ou transportée d'urgence vers l'hôpital le plus proche, à quelques centaines de mètres du tunnel. Le débat n'est toujours pas clos. Et puis il y a ce paparazzi, James Andanson, qui possédait une Fiat Uno blanche. Il est mort dans des circonstances troublantes en 2000, retrouvé calciné dans sa voiture, dans une forêt du sud de la France. Suicide ou règlement de compte, a conclu l'enquête. Mais le timing interroge encore. Alors oui, peut-être n'est-ce qu'un accident. Probablement, même. Les coïncidences existent. Les défaillances techniques aussi. Les chauffeurs ivres, les paparazzis irresponsables, les protocoles médicaux qui prennent du temps, tout cela peut arriver en une seule et même nuit. C'est possible. Mais une chose est certaine, une chose sur laquelle tout le monde s'accorde, Diana avait peur. Elle l'avait dit à son avocat. Elle l'avait écrit. Elle avait mis des mots sur une peur précise, dans un document légal, des semaines avant de mourir dans exactement les circonstances qu'elle avait décrites. Un tunnel. Une voiture. Un chauffeur. La vitesse. L'impact. La mort. Cette peur, elle ne l'a pas inventée. Elle ne l'a pas rêvée. Elle l'a ressentie tellement fort qu'elle a pris la peine de la consigner par écrit, de la faire enregistrer, de la laisser en héritage comme un avertissement. Peut-être que Diana n'était pas paranoïaque. Peut-être qu'elle savait quelque chose que le reste du monde ne saura jamais. Aujourd'hui encore, des millions de personnes refusent la version officielle.
Des forums internet aux documentaires, des livres d'enquête aux confidences d'anciens agents des services secrets, l'histoire de cette nuit d'août 1997 continue de susciter des questions, des doutes, des théories. Parce que Diana n'était pas une princesse comme les autres. Parce que sa vie était devenue une menace pour des puissances considérables. Parce qu'elle s'apprêtait à épouser Dodi Al-Fayed, un musulman, ce que certains milieux britanniques conservateurs considéraient comme une provocation insupportable. Parce qu'elle menait campagne contre les mines antipersonnelles, contre des intérêts industriels et militaires colossaux. Ou peut-être, tout simplement, parce que la mort d'une femme de 36 ans, mère de 2 enfants, dans un tunnel parisien, par une nuit d'été, nous rappelle que la vie est fragile. Que la gloire ne protège de rien. Que les contes de fées n'existent pas. Et que certaines nuits d'août, même les étoiles s'éteignent sans prévenir.